Les amis de nos amis, j'ai rajouté pour l'occasion catégorie et concept, parce que les amis de nos amis, c'était le titre d'un papier que j'avais donné pour un colloque Penser le racisme en 1989, et qui se trouve désormais repris dans un livre qui s'appelle À côté du genre. Donc vous pouvez éventuellement vous y rapporter, parce que j'aurai pas le temps de le développer autant que ça serait souhaitable. Mais ce titre est venu de ce moment-là, donc d'un moment quand même déjà ancien par rapport aux sensibilités contemporaines, et surtout qui renvoyait bien à quelque chose de l'ordre de la contiguïté de comment penser l'autre, qui a présidé à la naissance de la revue que j'ai cofondée avec Jacques Rancière et d'autres amis, qui s'appelait Les Révoltes logiques en 1975. Donc les amis de nos amis, c'était la pensée ouvrière, la pensée catalane et la pensée féministe, comment cela faisait ménage. C'était une question difficile, mais en même temps peut-être très facile, justement. Alors, ce qui m'a frappé par rapport à ce colloque, je vais aller un peu vite parce que j'ai vu que le temps était compté. Ce qui m'a frappé, c'est que d'abord, ce sont deux concepts du monde contemporain qui nous sont proposés dans ce colloque, puisque discrimination est un néologisme de 1877. J'y tiens beaucoup parce que je pense que c'est très, très bien daté, ce 1877, au sens où c'est quelque chose qui finit de l'exclusion prononcée dans les décennies et le siècle qui précède, qui se joue autour des mises en place des nations et des républiques à la fin du XIXe siècle. Donc discrimination est un concept récent, et que dire de genre, qui est un concept, comme tout le monde le sait ici, qui a à peine quelques décennies d'âge. Donc entre la fin du XIXe et le milieu ou la deuxième partie du XXe siècle, nous avons affaire à deux concepts récents. Et quel est l'intérêt de la dynamique heuristique de remarquer ce fait? C'est que, au fond, la discrimination surgit quand cesse l'exclusion. J'ai pu vérifier dans le texte de Stuart Mill, l'assujettissement des femmes, où je voyais le mot discrimination, là en préparant pour aujourd'hui, avec surprise, allant chercher dans le texte anglais que c'était distinction qui était traduit par discrimination, car discrimination n'existait pas évidemment dans les années 1860. Donc vérification faite, et genre, c'est quand le sexe ne suffit plus. Donc quand cesse l'exclusion, quand sexe ne suffit plus, alors des concepts nouveaux approchent. On sait aussi que discrimine, c'est séparer en jugeant, que c'est donc la question des catégories qui peut nous être posée, et le statut d'une catégorie, si genre est mis à côté de discrimination, en particulier. Alors, on est nécessairement dans ce cas dans une proposition de croisement entre l'épistémologie et le politique, entre ce qui sera ce avec quoi nous allons penser et ce pourquoi nous pensons cela. Alors, j'avais distingué dans l'article de 89, j'avais distingué deux parties que je vais respecter, tout en les tournant un peu autrement. D'une part, penser l'autre, et d'autre part, se penser comme autre. Sur penser l'autre, je voulais y revenir autrement, car évidemment, les réflexions, les recherches, les pensées ont largement évolué, et on avait bien, au XIXe siècle, jusqu'au milieu du XXe, la question classique, donc dans le penser l'autre, sur ce qu'est le premier autre. Sur ce qu'est le premier autre dominé, et rappelez-vous que de Engels avec la défaite historique du sexe féminin, à Beauvoir avec ce n'est jamais arrivé, quelque chose de l'origine, quelque chose de l'événement était le cadre de la réflexion. Y a-t-il eu un premier moment? On trouvera ça aussi dans le texte que j'adore de Coderlo-de-Laclos, un siècle plus tôt que Engels. On le trouvera aussi chez Stuart Mill. C'est ça commence comment? Ça commence comment? Est-ce que c'est les sexes qui sont un point de départ de la domination ou pas? Donc on est dans une affaire, disons, de point d'origine. Et il y a Simone de Beauvoir, qui, dans son introduction, dit « Cela n'est jamais arrivé ». On verra après comment elle distingue la question sexe-genre des autres catégories possibles qui lui sont amicalement proches. D'une part, c'est-à-dire, ce qui va basculer, c'est que la question de l'originel ne va plus être la bonne question, qu'elle soit résolue par l'affirmative ou par la négative, c'est plutôt ce qui va être principiel, c'est-à-dire ce qui est au principe de la pensée. Vous l'aurez, alors je vais citer 4 auteurs femmes contemporaines. Vous l'avez par exemple dans la pensée de Françoise Héritier, au plus loin de la question de la catégorie, de savoir comment on met ensemble sexe, genre, race et classe ou d'autres catégories, mais c'est au principe même de la pensée, puisqu'il faut de la fissure dans le même pour que l'humanité puisse se penser, ce qu'elle appelle le butoir,
qui est une des choses que je trouve le plus intéressante dans Les deux sœurs et leur mère, où elle met en avant donc ce fait que le deux des sexes intervient comme butoir de la pensée au niveau de l'humanité. Puis, donc ça c'est ce qui se passe plus précisément et qui concerne plus notre... Mais là, elle n'est pas dans les catégories et elle n'est pas dans penser les catégories ensemble. C'est un autre type de... Mais je voulais quand même dire qu'en amont, il y a ce type de réflexion. Plus proche de nous, bien que toujours tout cela est contemporain, il y a ce que j'appellerais la question du creuset. C'est-à-dire, est-ce que cette question sexe-genre est le lieu où quelque chose est pensable et se pense pour les autres catégories. Alors, ça veut dire que, à ce moment-là, la question serait de savoir s'il y a eu un rôle principiel. Je laisse tomber toutes ces affaires de nature et de... C'est pas la question, hein, vous entendez bien que c'est la catégorie dans ce qu'elle a de plus vide qui soit. Quand je parle de cela, il y a zéro définition, interprétation, biologisation, nature dans toute cette affaire. C'est une question de catégorie. Donc, 3 exemples de ce rôle principiel, éventuel, ou en tout cas à mettre dans la réflexion de ce rôle. Donc, 3 exemples. Le premier, on l'a très clairement dans le livre d'Elsa Dorlin, La matrice de la race, où l'insistance sur le sexe comme modélisable pour la race et par là même permettant entre sexe et race un engendrement réciproque, c'est une citation, pour comprendre ce qu'est la production de la nation. Donc là, on a dans l'analyse de la domination, nous sommes bien dans l'analyse de la domination, et vous verrez que je vais être obligé de basculer vers l'analyse aussi de l'émancipation. Dans l'analyse de la domination, on a bien l'idée donc d'une possible, principielle au sens du moteur, hein, de ce qui fait moteur, pour modéliser d'autres catégories qui vont être exclues ou fabriquées sur les exclusions, comme la nation. Deuxième exemple, le livre qui vient de sortir, publié par l'IEC. J'en profite pour dire que, étant une ancienne de l'IEC, j'ai un moment d'émotion à être venue parler ici aujourd'hui et à revoir tous mes collègues et amis. Donc, deuxième exemple, Anne-Laura Stoller, dans La chair de l'Empire, où elle et la pareille citation, c'est les sexes qui vont faire l'histoire, elle démontre comment la sexualité est au fondement de la colonie. Donc, d'autres propositions de moteur, de fonction principielle, qui serait, ça veut dire que c'est pas de la micropolitique, mais c'est bien de la macropolitique, dit-elle. Hein, je résume en une demi-phrase les choses, mais ça veut dire que, elle le dira elle-même, ce sont ses mots, le genre est une base. Donc, fondement, base, donc là, c'est pas matrice, mais ou engendrement, c'est fondement et base. Mais pareil, on a donc la question non plus d'une chronologie historique, non plus de point d'origine, mais bien de mécanismes organisés dans leur structuration sociopolitique. Troisième exemple, contemporain également, Christine Delphi. Formulation récente, citation, façon dont le genre est utilisé pour construire un système de castes fondé sur l'invention de races différentes. Donc je reprends, façon dont le genre est utilisé, donc là on est dans le système de l'utilisation, et le système de caste, peut-elle dire, est fondé sur l'invention des sexes. Donc, inventé ou pas inventé, visible ou pas ou invisible, la question ne se pose pas là, pour moi, dans ma démonstration là, mais c'est de voir à quelle place est mise la question sexe-genre par rapport aux autres catégories, d'exclus, de dominés, Donc, dans ces 3 exemples d'analyse de la domination, on n'est pas dans des analyses de l'émancipation. Et c'est un de mes critères que je propose à la discussion. C'est parce que moi, je fonctionne avec ce travail de la tension entre domination et émancipation, et non pas enfin bon, c'est un sujet très très important. Mais en tout cas, dans ces 3 exemples d'analyse de la domination, sexe-genre est pensé d'une certaine façon comme une fonction de modèle. Quelque chose peut être modélisé, d'autres exclusions à partir de celle-là. Et donc, c'est ça qui ferait histoire. Alors, on a eu des versions beaucoup plus banales de tout ça. Là, c'est 3 versions récentes et qui ont l'intérêt de se rapprocher quant à leur questionnement épistémologique. Parce qu'on a des versions plus banales et on l'a employé je ne sais combien de fois dans des moments militants,
mais non, les femmes sont la moitié de l'humanité, donc les autres catégories ne sont que des parties du tout, etc., etc. Bien sûr. Donc, mais là, la question qui est posée, c'est comment peuvent s'emboîter les choses entre ces amis de nos amis, où bon, tout ça est métaphorique. J'en profite pour dire que la question de la métaphore, elle est cruciale, je vais y revenir. Et d'ailleurs, dans le livre Laura Stoller, la question de la métaphore, elle y revient souvent. Elle dit oui, il y a la question de la métaphore aussi, qu'on connaît bien, c'est-à-dire les colonisés sont comme des femmes, ou les femmes sont comme des esclaves, etc., etc. Donc la question de la métaphore, qui d'ailleurs, là, on verra peut-être utilisée aussi bien, en fait, la métaphore du point de vue de l'analyse de la domination que du point de vue de l'analyse de l'émancipation. Femme esclave debout, par exemple, n'était que la reprise d'un refrain nombreux. Donc ça, c'était le premier point de ma remarque sur penser l'autre. Le deuxième point de ma remarque sur penser l'autre, c'est l'autre point de départ de ma recherche qui m'avait intrigué dans mon parcours dans les textes philosophiques, donc depuis l'Antiquité, c'était le fait que les femmes n'étaient jamais pensées seules. Et ça, je m'étais dit, tiens, c'est curieux, les femmes ne sont jamais pensées seules. Donc, si les femmes ne sont jamais pensées seules, quels sont les autres qui sont pensés avec elles? Et c'est là où c'est intéressant, et les trois exemples que je prends le plus facilement, et encore une fois, je peux les enrichir, c'est Aristote, Spinoza et Kant, où on voit qu'on aura, chez Aristote par exemple, la femme, l'esclave, l'enfant, si on est dans la question de l'économie domestique bien sûr. Si on est dans la métaphysique, on verra qu'il a un mal fou à travailler le rapport entre la couleur et le sexe. Mais quand même, il y arrive un petit peu. Mais là, en tout cas, ce que je retiens là pour ce que je vous propose, c'est tout d'un coup la femme voisine donc avec l'esclave, le serviteur et l'enfant. Chez Spinoza, dans l'éthique, et je l'ai souvent cité parce que ça a été un de mes traumas d'étudiante, c'est le jour où j'ai découvert qu'il mettait le délirant, la bavarde et l'enfant ensemble, donc les trois êtres dénués de raison. Donc c'est autre chose. Donc on aura le fou, la femme et l'enfant, donc autres voisins ou amis. Et quant à Kant, qui tient une place fondamentale dans notre réflexion, dans l'anthropologie, c'est le sexe, le peuple et la race. Et là, les choses sont éminemment prises dans la question démocratique et républicaine. Alors, ce qu'on peut remarquer quand on prend ces trois exemples que j'ai absolument pas le temps de développer, ni même de donner les références, enfin, m'étendre sur les références, c'est que, en fait, ce qui apparaît, c'est que la question qui est posée par Aristote, c'est celle le rapport entre l'autorité et le service, ou entre l'autorité ou entre la maîtrise et la faiblesse. Donc on va voir, ce que moi je vais trouver dans ces énumérations de jamais penser seul, c'est ce qui est en jeu. C'est-à-dire de quoi on parle en fait. Non pas des catégories justement, mais de ce que ces catégories permettent de faire dans un rapport social. Alors sur la question, pour Aristote, il est clair que c'est la question de la maîtrise et de l'autorité sur la faiblesse, le service et la justification de l'esclavage comme de la place de l'épouse dans la famille. Chez Spinoza, c'est clair que si on est dans ceux qui perdent la raison, ou qui ne savent pas maîtriser leur raison, c'est que c'est vraiment la question de la raison, justement. C'est-à-dire qui est le détenteur de la raison, comment la raison fonctionne, certainement pas avec des gens qui ne savent pas tenir leur langue. Il rajoute les alcooliques aussi. Donc ceux-là ne savent pas tenir leur langue, ni l'enfant, ni le fou, ni la femme. Et vous connaissez bien sûr la critique régulière faite à ces bavardes. Et puis, pour ce qui est de Kant, c'est vrai qu'on est en train d'organiser les choses, et que là, les catégories doivent renvoyer effectivement à des groupes déterminés, donc des parties. Il faut définir les parties de la nation, et dans ces parties de la nation, il y a celles qui sont à l'intérieur de la nation comme la plèbe, et à l'extérieur de la nation comme ou le sont déjà et le seront encore plus, les colonies. Donc on a là, dans la position anthropologique, évidemment quelque chose qui va nous concerner beaucoup plus que la raison ou l'autorité, parce que c'est lié à l'organisation du monde contemporain. Mais pour ce qui est des amis et des amis de nos amis, il y a d'autres possibilités encore. Le champ est immense. Si vous prenez Nietzsche, vous aurez la femme avec l'artiste. Si vous prenez Weininger, vous aurez la femme et le juif. Pourquoi la femme et le juif? Parce que tous les deux sont castrés. Voilà.
Donc c'est la castration qui sera son point de réflexion, et non pas qui est la femme, et non pas qui est le juif. Vous voyez donc que ce que je cherche à dire, c'est que ce n'est pas le qui m'importe, mais comment ça se fabrique tout ça, et ce qui est l'enjeu ou le critère de la domination. Donc c'est à partir de là, c'est l'enjeu du rapport entre dominant et dominé qui va être important. Alors, évidemment, et je l'ai déjà dit, mon interrogation porte sur consiste à proposer de mettre à distance, j'allais dire, de reculer sur la nécessité. Quand on travaille avec les catégories, je pense, parce que là j'ai une association d'idées, je cherchais tout à l'heure sans le trouver Arnaud Alessandrin, parce que quand il y a 6 mois, il a dû me présenter à Bordeaux, c'était pour À côté du genre, il m'a dit, je l'ai pris comme un compliment, c'était peut-être une critique de sa part, il a dit, Geneviève Fraisse, elle vous propose de ralentir. Donc voilà, c'est peut-être vrai, je trouve ça, j'aime beaucoup en tout cas cette image, donc je me la suis appropriée. Voilà, donc la proposition, c'est de ralentir, c'est-à-dire par rapport à l'idée que ces catégories qu'après on peut manipuler parce qu'elles seraient bonnes ou mauvaises, en fait, sont peut-être à mettre à distance plutôt et voir comment finalement ça s'inscrit dans une histoire des rapports et que ces rapports renvoient à des analyses de domination différentes et que ces analyses de domination différentes, c'est pas par hasard que j'ai pris Aristote, Spinoza, Kant qui représentent quand même trois types de domination dans l'histoire, sont importantes. Ce qui me ferait faire évidemment une parenthèse que je ne développerai pas sur le fait que c'est surtout pas avec le modèle nature-culture qu'il faut travailler, surtout pas avec le modèle biologique-social, que la question du rapport au politique ouvre la porte de cette historicité sur laquelle moi j'essaye de travailler et de manière à ce qu'on sorte de la question de la définition des contenus qui, à mon avis, est un piège. Je referme la parenthèse. La deuxième partie, c'est se penser comme autre. Donc c'est non plus penser l'autre, mais se penser comme autre. Et si on se pense comme autre, à partir de là, des choses peuvent être aussi vues du point de vue de l'émancipation et pas seulement de la domination. Alors, là, on a plusieurs propositions possibles. C'est là où, en fait, on s'aperçoit qu'il y a je sais qu'aujourd'hui, le terme privilégié est celui d'intersectionnalité. Je sais qu'il ne fait pas nécessairement, qu'il n'absorbe pas toutes les possibilités qui peuvent être données d'addition ou de soustraction des catégories entre elles. Et j'étais frappée aussi par l'époque révolutionnaire, par exemple. Je pense aussi bien à Condorcet qu'à Olympe de Gouges, qui, eux, sont précisément dans le voisinage. Des catégories, c'est-à-dire, évidemment, Olympe de Gouges, elle a écrit contre l'esclavage des Noirs bien avant d'écrire sa déclaration des droits de la femme, et en même temps, la façon dont elle les fait se voisiner saute aux yeux ou est évidente. On pourrait là travailler dans le détail et dans la précision ce type de rapprochement. De la même façon, on peut voir avec Condorcet, puis après on peut chercher à l'envers comment ça se passait pour Grégoire de Tours, et voir même si Schœlcher par hasard n'aurait pas, alors quelques décennies plus tard, milieu du 19e, en vidéo inverse, trouvé l'histoire l'histoire des femmes. Anna Knight racontait par ailleurs qu'elle était bienvenue à la question des femmes par la question des Noirs. Donc ça s'appelle d'une certaine façon la contiguïté. La contiguïté, alors c'est pas très stimulant pour une pratique politique, et je rappelais que c'était sans doute celle qui avait présidé à notre rassemblement quand on avait fait cette revue des révoltes logiques. Mais je pense qu'on peut tenter plusieurs possibilités. Donc la possibilité de l'articulation, tout en ayant en tête les deux premières questions qui sont restées de ma première partie, à savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de creuset. J'appelle ça, c'est l'image que je prends dans mon texte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de creuset, d'une part, et d'autre part, à quoi ça me sert d'avoir trouvé des critères qui m'expliquent les voisinages tels qu'ils ont lieu. Donc, comment on peut articuler?
comment on reconnaît des contiguïtés ou des parallélismes, et ce n'est pas la même chose, avec des mobilités dans le temps historique. Moi, j'ai vécu la première demande d'articulation de ces catégories sous le titre sexe, race, classe, qui était celle des années 70, donc c'était très clairement posé comme tel. Et on peut se demander, évidemment, à ce moment-là, quand on est dans la question des contiguïtés, on va rencontrer la question donc de l'analogie, donc de la métaphore. Nous sommes comme, ou nous sommes les ilotes de la République. Disent les femmes, les ilotes, c'est les esclaves qui sont à l'intérieur de Sparte, c'est pas les barbares. Bon, donc, mais c'est ceux qui n'ont pas droit à. Donc, ou bien nous sommes, donc les ilotes est un mot extrêmement employé au XIXe siècle. Donc tiré d'une histoire très ancienne, et en même temps pour illustrer quelque chose de très précis et de très nouveau, savoir ce que j'appelle la démocratie exclusive, c'est-à-dire le fait qu'on est exclu de l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc le mot ilote, il est complètement adéquat à ce que les femmes du début du XIXe siècle cherchent à expliquer de leur place dans la société. Bon, ça c'est donc l'analogie permet éventuellement de donner une identité politique, et autour de tout ça, il y aurait cette question donc du statut de la métaphore. Là encore, question ouverte. Autre possibilité, la dissociation. Donc après l'articulation et la contiguïté, la dissociation, c'est ce que fait Simone de Beauvoir à plusieurs reprises. Elle le fait aussi bien dans son texte de 49, quand elle dit non, il y a les juifs, il y a les prolétaires, il y a les femmes, mais c'est pas la même chose. Pas, encore une fois, parce qu'il y aurait une moitié et que les autres seraient des partis. Non, pas du tout pour ça. Simplement parce que on va pouvoir dire nous ou on va pas pouvoir dire nous. Et donc il faut dissocier les catégories. Elle le dira à nouveau autrement dans son dialogue avec Alice Schwarzer, quand elle lui dit vous dites nous les femmes, et Beauvoir lui répond non. Moi je dis nous les féministes. C'est-à-dire que si elle voit un nous, c'est une partie dans la partie. Voilà. Donc là encore, je vous laisse cette porte ouverte, qui permet éventuellement de renverser les choses et de savoir ce que tout le monde sait ici, c'est que tout opprimé n'est pas féministe, par exemple. Tout homme opprimé n'est pas... Enfin bon, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est un terrain très spécial, mais on va y venir pour la conclusion. Mais néanmoins, quand même, c'est à cet endroit-là, dans ce penser comme autre, qu'il faut poser cette question-là. Il y a les bons et les mauvais autres. Il y a les bons et les mauvais opprimés. C'est-à-dire, si on n'a pas cette lucidité-là, on ne fera rien. Et c'est très très désagréable d'avoir cette lucidité-là, parce que ça ne simplifie rien. Mais voilà, le problème c'est que tant pis, si on ne peut pas simplifier, on ne simplifie pas. Donc voilà, là c'est pour ça que sur se penser comme autre, les amis de nos amis sont encore toujours le titre de cet ancien papier, c'est que ça apparaît comme d'une complexité très grande. Mais ça veut dire qu'on s'est mis du point de vue, non pas seulement de l'heuristique, mais aussi du point de vue du politique, donc de l'émancipation, quand on est obligé de se poser la question de ces trois possibilités, au moins, sans parler de la métaphore, qui est donc articulation, contiguïté et dissociation. Alors voilà, c'est retour au point de départ, parce que le point de départ n'était là que pour que j'y revienne. Il me reste 5 minutes, c'est ça ? Oui, bon. C'est autour de deux façons pour moi d'avoir essayé de vivre avec ces difficultés. Encore une fois, ces difficultés ne sont pas liées seulement donc de savoir comment on fait avec toutes ces catégories. C'est récurrent, c'est-à-dire que les études aujourd'hui, pour moi, renvoient très directement aux discussions qu'on a eues déjà dans les années 70 sur savoir comment on faisait avec ces différentes catégories. Et ce qui nous permettrait de faire quelque chose avec. J'en ai tiré 2 problèmes, ou 2 problématisations, donc 0 solution. Mais 2 problématisations. Une, autour de la question de la contradiction. Et comme je peux dire, il faut habiter la contradiction. On n'a pas le choix.
Il faut habiter la contradiction, c'est-à-dire que parfois ces autres vont être en contradiction, aussi bien du point de vue de la domination, mais certainement du point de vue de l'émancipation. S'il y a des contradictions, qu'en fait-on? On peut les dénier, on peut les assumer. Moi, je suis plus médiane, je les habite. Mais la question se pose. C'est pour ça que j'appelle ça une problématisation. Il faut, 1, accepter qu'il y ait des contradictions, 2, les habiter. On les rencontre de toutes les façons, on les rencontre dans le milieu du politique et de la radicalité politique, mais on la rencontre donc avec l'extrême gauche depuis la Révolution française, disons-le, depuis la Révolution française, pas depuis 10, 20, 30, 50 ans, ou le mouvement ouvrier de la fin du 19e. Non, l'extrême gauche révolutionnaire est la plus rétive à l'égalité des sexes à la fin du XVIIIe siècle. Ce que j'ai tenté de montrer dans Muse de la raison. Donc on a un problème structurel qui est très compréhensible. C'est qu'il faut additionner les égalités. Il ne faut pas additionner les catégories, il ne faut pas articuler les catégories, il faut additionner les égalités. Je n'avais pas encore prononcé ce mot-là. Je le prononce seulement maintenant, volontairement. C'est-à-dire que c'est bien la question de l'égalité qui va être le problème, pas un autre. Et ça fait contradiction, la question de l'égalité. Voilà. Ça, mais on peut, je disais donc dans le monde du politique, et depuis 200 ans, mais vous le retrouvez dans le monde institutionnel. C'est assez passionnant, pour le coup, de voir, puisque j'ai été au Parlement européen, comment fonctionne la contradiction entre l'universel et le particulier. Ce qu'on appelle le gender mainstreaming, sous sa forme de volonté institutionnelle, mais qui n'est qu'une pratique de la contradiction en permanence. Est-ce qu'on fait du spécifique ou est-ce qu'on fait du général? Est-ce qu'on va mettre les catégories dans le général, quitte à les perdre, ou au contraire, quitte à les faire reconnaître parce qu'elles seront dans le général? Est-ce qu'on va les traiter comme particuliers? Dans ce cas, on risque de les mépriser et qu'elles soient méprisables. C'est une contradiction à l'œuvre dans l'institution. Donc on l'a dans le monde du politique et dans l'institution, cette contradiction. Voilà, ça je vais très très vite, mais vous voyez qu'on n'est pas dans un système de réciprocité, on est dans un système de contradiction. Ça, c'est ma première proposition de problème. La deuxième chose que je dirais, alors, en reprenant la question du creuset, c'est que ce que j'avais proposé, c'est qu'on pense que la question des sexes en philosophie, c'était, ou même dans toute discursivité, c'est pas seulement un objet ou quelque chose qu'il faut traiter, d'ailleurs comme un concept ou pas, etc. C'est aussi un lieu où ça s'échange. C'est une monnaie d'échange et c'est surtout un lieu de l'échange. Donc là, je reviens à la question des sexes. C'est pas la question que ce soit la moitié de l'humanité, c'est que là où il y a la question des sexes, on va faire de l'échange. C'est pour ça que le terme instrumentalisation est toujours très très mauvais à mes yeux, pour analyser pourquoi à un moment on se sert de la femme voilée ou pas ou ceci qu'on instrumentaliserait. C'est pas la question de l'instrumentalisation. C'est la question de comment ça fonctionne comme lieu d'échange. C'est avec les sexes qu'on va échanger quelque chose. Et ça nous renvoie au point de départ que j'ai pris tout à l'heure, avec ces interrogations de multiples penseuses d'aujourd'hui. Un exemple très simple, c'est celui de cette semaine. Comme ça, vous avez probablement entendu à la radio qu'au Venezuela, on allait réimposer le lait maternel, ou en tout cas empêcher pour lutter contre les multinationales, etc. Alors, réponse d'un mail dans ma boîte, on instrumentalise le corps des femmes leur appartient, etc. Tout ça, c'est vrai. Sauf qu'il y a un deuxième niveau d'analyse. C'est-à-dire, à quoi ça sert, en dehors du fait que ça parle des sexes, à quoi ça sert cette affaire? Donc, mais je n'appelle pas ça de l'instrumentalisation, parce que toute ma proposition ou ma problématisation est de dire que toute l'histoire est fabriquée avec ça. Que c'est donc là où la question des sexes, je ne dis pas de la sexualité, non, je ne dis pas nécessairement genre, juste parce que, en tant que philosophe, j'aime bien ne pas supprimer un mot du vocabulaire. Donc je ne pourrais pas supprimer le mot sexe à cause de ça. Mais, parce que supprimer un mot du vocabulaire, c'est franchement une erreur, quoi. Donc je supprimerai pas, et comme ça ne veut pas seulement dire sexe biologique, et comme ça ne veut pas seulement dire sexualité, il faudra bien le garder. Et je le garde. Mais, à ce moment-là, il se passe quelque chose
qui permet à la fois de parler de ce corps des femmes, à la fois de savoir s'il faut allaiter ou pas, et en même temps de ce que c'est en politique, en géopolitique, et en même temps que c'est ça dont on se sert pour, etc., etc. Donc c'est un feuilletage de problèmes qui est que parce que cette question-là, plutôt que de savoir dans quelle pense, alors j'ai d'abord dit dans mes 2 points de conclusion contradiction, et deuxième point le lieu de l'échange. Donc c'est là où le rapport aux autres catégories qu'on appelle aujourd'hui, ce jour, discrimination, mais qui renvoie bien à cette question-là, peut être aussi posé. Voilà, je vous remercie.